on va commencer ce webinaire. Donc, bienvenue pour ce webinaire. Ce webinaire, il vous est proposé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui sont nouvelles, hein. Donc, c'est très bien. Mais ce webinaire, il vous est proposé par qui? Il vous est proposé par la chaire Protection sociale et territoire. Et c'est une chaire qu'avec Gilles Nézeuzi, nous avons créé fin 2020, qui est à la fois une chaire d'enseignement et on peut dire maintenant presque de recherche, puisque nous proposons un certain nombre de webinaires chaque année sur des grands sujets de protection sociale avec une conviction qui est que l'avenir de la protection sociale se joue de plus en plus dans les territoires, comme on dit. Et donc, il faut absolument regarder, apprécier comment des dispositifs de protection sociale peuvent être mis en place, je dirais, dans les différents territoires. Voilà, cette chaire, elle est portée par Sciences Po Lyon et le N3S, donc l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Alors, il y a une autre chaire qui est portée par Sciences Po Lyon, qui est la chaire Transformation de l'action publique, que pilote Christian Paul. Et nous organisons avec cette chaire, donc nous sommes deux chaires, à organiser une rencontre débat le 31 mars. Ça, c'est la publicité de début de webinaire, le 31 mars, en présentiel et en distanciel, à Lyon, donc pour le présentiel. Rencontre débat, répondre aux déserts médicaux, deux points, controverses et innovations dans les territoires ruraux. Voilà, donc ça, c'est déjà un sujet qui est placé pour le 31 mars. Alors, au cœur du sujet de ce soir, bah, évidemment, les territoires et la protection sociale avec l'organisation de la politique de santé. Et notre souhait, évidemment, c'est d'organiser ces webinaires le plus possible en association avec d'autres acteurs. Et il nous a semblé logique, cohérent de le faire avec l'ISA. L'ISA, c'est le laboratoire d'idées santé autonomie, hein, l'ISA, qui regroupe à la fois des patients, des professionnels, des étudiants, des acteurs économiques, des financeurs, des chercheurs, et qui est présidé par Stéphane Le Goulaire, qui va donc intervenir lors de ce webinaire. Alors, je vais tout de suite vous représenter également les invités par ordre alphabétique. Nous avons donc Pierre Fénérol, qui est directeur de la CEPAM de la Haute-Savoie. Nous avons Françoise Janson, qui est vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, donc qui est du côté des élus régionaux. Et puis nous avons Gilles Noël, qui est vice-président de l'Association des maires ruraux de France, la MRF, et qui, lui, est maire d'une commune, on en reparlera un peu plus tard dans le webinaire, une commune de la Nièvre. Alors nous avons ici, nous avons également un empêchement, puisque nous avions prévu l'intervention d'un directeur général d'ARS, qui n'a pas pu se joindre à nous et que nous excusons bien volontiers au regard de ses obligations. Alors, pour ce webinaire, je dirais il y a un contexte et il y a un point de départ. Le contexte, ce sont bien sûr les déclarations du Premier ministre, à la fois fin octobre et puis le 14 novembre, sur les agences régionales de santé, mais également à l'occasion du lancement du réseau France Santé. Nous avons eu ensuite, 4 jours après le 14 novembre, une réaction de 11 anciens ministres de la Santé défendant les agences régionales de santé. Et puis maintenant, nous avons le contenu d'un avant-projet de loi, un avant-projet de loi de décentralisation dont le contenu a été rendu plus ou moins public. Où là, on apprend que les ARS, donc les agences régionales de santé, bah, resteraient des établissements publics, donc garderaient leur forme d'autonomie, changeraient de nom en s'appelant non pas agence, mais direction régionale de la santé et de l'autonomie. On aurait ces directeurs donc régionaux qui seraient toujours sous l'autorité des ministres en charge de la santé et de l'autonomie, et on aurait des directeurs départementaux nommés par arrêté du ministre sur proposition du directeur régional, mais après avis du préfet. Et puis on aurait
une intervention des présidents de région, donc qui piloteraient les conférences régionales de santé et de l'autonomie, et une intervention des présidents de département qui présideraient les conseils départementaux de santé, remplaçant les conseils territoriaux de santé. Alors, tout de suite, un point d'avertissement général, à savoir que rien ne dit quel sera exactement le projet de loi qui sera présenté au Parlement, puisque là on en est au stade de l'avant-projet de loi. Rien n'indique que ce texte sera adopté et dans ces termes, dans la configuration politique et parlementaire que nous connaissons. Ça, c'est le contexte. Et puis, il y a le point de départ. C'est une note de l'ISA, donc de ce laboratoire ID Santé et Autonomie, qui est intitulé Décentralisation en santé, principes et scénarios. C'est le Focus 32 du 2 février dernier. Et après avoir précisé que vous pouvez poser des questions ou faire part de vos observations dans le canal chat, et on essaiera d'en tenir compte, de pouvoir remonter le cas échéant ces questions. Alors, ce qui était prévu, c'est que je passe la parole à Stéphane Le Goulaire. On peut m'indiquer tout de suite est-ce qu'il peut s'exprimer ou pas, parce qu'on a des petits problèmes de son pour Stéphane Le Goulaire. Alors, on n'entend pas Stéphane Le Goulaire. Donc, je vais me permettre, Stéphane, de présenter la note donc de l'ISA, hein, puisque c'est quand même c'est quand même effectivement le point de départ de notre webinaire Principes et scénarios. Bon, cette note donc s'appelle Décentralisation en santé, principes et scénarios, et au fond, je crois que moi, je n'ai pas du tout participé à la rédaction de cette note, hein. Je vais me faire juste le porte-parole, en quelque sorte, de l'ISA, sans forcément d'ailleurs partager toutes les conclusions, bien évidemment. Mais après ces avertissements préalables, au fond, la note part du constat que le secteur santé, dans les années 1980, a échappé à la décentralisation, avait considéré, à tort ou à raison, que le secteur de la santé était peu mature et voilà, et qu'il y avait une vision très, très nationale et très verticale, et peut-être que dans les années 80, tout cela était parfaitement justifié. En revanche, le secteur du médico-social, lui, il a connu une dévolution des compétences partielles, hein. On se souvient de 1983, on se souvient de la confirmation avec la création notamment de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2001, et pourtant un peu confuse. Bon. Et donc la conviction au fond de Visa, c'est qu'il convient de rapprocher du terrain la gestion et l'organisation de la santé. Donc c'est bien qu'un enjeu de responsabilité, un enjeu démocratique. Et c'est un dossier qui a été ouvert par le Premier ministre, je dirais, dès son arrivée à Matignon. Et donc, la difficulté, c'est comment bâtir, bien sûr, une organisation simplifiée et rationalisée dans le champ sanitaire, alors même que l'on a des caisses nationales, en l'occurrence la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, qui pourraient être articulées avec des collectivités organisatrices, hein, comme on dit aujourd'hui, des collectivités organisatrices, en l'occurrence la région et le département, mais en même temps en partenariat avec les vraies institutions de proximité que sont celles, au fond, du bloc communal, c'est-à-dire à la fois les communes et les intercommunalités. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont posées. On peut prendre quand même des exemples, avoir des illustrations dans des pays qui sont proches, plus ou moins proches de nous, où on voit bien que en matière de décentralisation en santé, il y a des exemples qui, après tout, fonctionnent pas si mal que cela. Alors, la conviction aussi de la note de l'ISA, c'était de dire que le débat s'était tout de suite focalisé sur l'organisation, sur les ARS, sur les agences régionales de santé, avec des réactions donc, qui étaient tout de suite, qui avaient été assez marquées. Mais
fond, la conviction de Lisa, c'est d'indiquer: ah, Stéphane, tu peux t'exprimer. Non, moi, je n'entends rien. Je suis désolé. Je continue. Ces agences régionales de santé, au fond, il y a eu ce débat, ces réactions un peu passionnées, parce que tout de suite, ça a été est-ce qu'on supprime les agences régionales de santé? Est-ce qu'on les modifie profondément? Est-ce qu'on ne va pas... Alors, tout le monde peut partager une forme de constat sur parfois une organisation un peu bureaucratique, sur des difficultés qui ont pu apparaître, et encore de manière très différenciée selon les territoires pendant la crise du Covid. Mais qu'au fond, est-ce qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de constater que ces agences régionales de santé, bah, finalement, elles sont absolument nécessaires pour organiser la santé à la fois hospitalière et ville, le médico-social et la promotion de la santé, puisque c'était bien l'ambition initiale des agences régionales de santé qui, par rapport aux agences régionales de l'hospitalisation, embrassaient l'ensemble de l'organisation des soins, à la fois la médecine de ville et la médecine hospitalière, et également le médico-social, avec cette idée finalement de jouer un rôle de transformation du tissu hospitalier dans un tissu médico-social. Voilà. Et au fond, le constat de la note, c'est de dire que par rapport aux ambitions de départ qui étaient extrêmement légitimes, sur cette idée de dépasser les silos, de réconcilier médecine de ville et médecine hospitalière, de pouvoir conjuguer, articuler la politique sanitaire et la politique médico-sociale. Eh bien, il y avait un certain nombre de constats d'un certain échec ou de certains silos qui ont pu être constatés. Bon, voilà. Et ensuite, la note de Lisa aborde, parce que une fois de plus, c'est pas forcément le sujet des ARS qui est déterminant, mais le rôle des élus locaux. Et le rôle des élus locaux, ce qui est sûr, c'est, au fond, c'est peut-être ça le principal objet, ça peut être ça le principal intérêt du futur projet de loi, s'il y a un projet de loi, c'est de savoir quel va être le rôle des élus locaux dans la gouvernance, puisque c'est bien un sujet de décentralisation, et on voit bien que les questions de santé des individus, elles sont de plus en plus appréhendées par les collectivités territoriales, parce que c'est une demande, ne serait-ce que parce que c'est une demande des citoyens, et que les citoyens, à la fois sur l'organisation de la santé, sur la prévention, il y a une nécessité que les élus locaux, finalement, aient une place qui soit davantage reconnue. Alors évidemment, il y a trois critiques qui sont régulièrement entendues à l'égard des élus locaux, et la note de Lisa le dit bien, c'est que d'abord, ils n'investiraient pas les scènes de la démocratie sanitaire locale, ce qui serait la preuve de leur peu d'intérêt pour la santé. Alors, c'est un peu excessif, dit la note, puisque finalement, pendant le Covid, on a été bien content de trouver les élus locaux et leur rôle a été très important. Bon, deuxièmement, c'est qu'on ne peut pas leur faire confiance puisque les élus locaux, je parle de manière caricaturale et schématique, bien sûr, bah, ils vont avoir comme intérêt de défendre les hôpitaux de proximité et que, évidemment, ça ne peut pas, ça va pas aller dans le sens d'une restructuration, d'une rationalisation éventuelle qui serait voulu. Donc, on va défendre l'emploi local, les élus locaux, ils vont défendre l'emploi local, ils vont se défier vis-à-vis de l'État et évidemment de sa capacité d'engagement dans la durée. Bon, et là, la note répond finalement que bah, quand on a confié le bâti scolaire aux collectivités communales, départementales, régionales, bah, finalement, on a eu des meilleurs résultats que ce qu'on pouvait constater auparavant. Et puis, troisième critique, c'est que la décentralisation, ça c'est une critique évidemment qui fait écho très fortement en France, elle débouche mécaniquement sur un développement des inégalités territoriales. Bon,
Alors évidemment, la critique, elle est pas illégitime, hein, selon la note de l'ISA, mais en fait, faut bien considérer que les disparités sociodémographiques, les inégalités de besoins de dotation, la faiblesse des politiques de péréquation nationale, les contraintes objectives qui pèsent sur les finances du département, tout cela existe d'ores et déjà, d'une certaine manière, et que refuser la décentralisation au nom de cette préoccupation de ne pas vouloir développer des inégalités territoriales, bah, c'est récuser a priori la possibilité de faire jouer des mécanismes de péréquation. Voilà. Alors, je vais peut-être aller plus vite parce que c'est au fond cette note qui permet une fois de plus de dresser le tableau. C'est la conviction, donc, que par rapport à une régulation pardon, centralisée qui est en plus hiérarchique entre l'État et l'assurance maladie, qui est segmentée entre l'hôpital, la ville et le médico-social, est-ce qu'on peut arriver à un meilleur pilotage entre trois niveaux, national, régional, territorial de proximité étant département et bloc communal. Il y a évidemment plusieurs scénarios qui sont ouverts en matière de décentralisation en santé et d'évolution des compétences. On pourrait tout à fait imaginer que la région pourrait avoir comme vocation d'endosser des prérogatives de collectivité organisatrice en matière hospitalière et que le département, lui, serait évidemment plutôt centré sur le médico-social. Et pour ce faire, évidemment, ils peuvent bénéficier des services des actuelles agences régionales de santé. Bon, voilà. Et puis, dans le champ médico-social, alors là, la note prend position de manière assez forte, c'est est-ce que le département doit se concentrer sur le seul accueil à domicile? Là, la note prend clairement position en indiquant que la notion de chef de file de l'action sociale et médico-sociale pour le département, mission qui est reconnue au département depuis largement plus de 20 ans, n'a jamais été traduite dans la réalité de la gestion, puisque le chef de file, il doit définir la politique conduite pour le compte des différentes collectivités publiques responsables, y compris l'État. Et dans le champ de la prise en charge des personnes âgées, ça veut dire que ça va du domicile ordinaire aux unités de soins de longue durée et que tout ça, évidemment, doit se faire dans la concertation entre les partenaires et sans grand remembrement des compétences. Bon, voilà. Et puis, pour ce qui est des financements, bien sûr, la note indique clairement que la dévolution des compétences ne dessine pas un scénario unique, puisque, bon, pour le champ de l'assurance maladie, on pourrait raisonner sur un système national avec péréquation organisée, alors avec ces fameux ORDAM, hein, objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie dont on parle depuis déjà plus de 20 ans. Depuis la création de l'ORDAM, on parle des ORDAM, de la possibilité de créer des ORDAM, ou alors une décentralisation complète. Il y a plusieurs scénarios qui sont évidemment possibles. Alors, pour les soins de ville, évidemment, compliqué d'imaginer une articulation entre les initiatives nées de la politique conventionnelle et les prérogatives des collectivités locales de proximité. Il peut y avoir des contradictions. Est-ce que l'unicité de la convention doit demeurer? Est-ce que c'est un tabou? Est-ce que la question ne mérite pas d'être posée? Et puis pour le médico-social, il y a plusieurs modèles possibles, puisqu'on peut tout à fait imaginer, là, pour le coup, qu'il y ait une recentralisation peut-être de dispositifs de prestations, mais tout en veillant à ce que, évidemment, les collectivités départementales puissent avoir ce rôle de chef de file, une fois de plus, du médico-social sur l'ensemble de la chaîne. Voilà. Et ça veut dire concrètement que, évidemment, les ARS, de toute façon,
elles doivent faire face, elles peuvent faire face, elles ont la possibilité de faire face à des évolutions qui ne sont pas, ne sont pas neutres, mais évidemment, d'autres services de l'État dans les territoires, en région, en département, ont connu ce type d'évolution au fil des actes de décentralisation. Voilà, j'ai essayé, je vais pas, ça fait certainement beaucoup moins bien que Stéphane Le Boulaert l'aurait fait. J'ai essayé de résumer la note donc de l'ISA qui date une fois de plus du 2 février 2026, décentralisation en santé, principes et scénarios. Et là, à ce stade, je pense que le mieux est de passer la parole aux élus locaux, puisque nous avons la chance d'avoir 2 élus locaux. Et on va commencer par Françoise Janson, donc, qui est vice-présidente, je le rappelle, de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc le sujet organisation territoriale de la politique de la santé, c'est un sujet très vaste. Donc je vous propose de retenir 1, 2, 3 points clés que vous souhaitez particulièrement mettre en avant. À vous. Bonjour, merci de m'avoir proposé d'intervenir et bonjour à tous. Vous m'entendez là? Alors, c'est sur mon téléphone. Alors, Stéphane, on t'entend là. Alors, j'y vais. Donc, sur cette question éminemment complexe et, je dirais, ancienne aussi, la question de la décentralisation. Alors, en fait, j'ai 2 points. D'abord, un petit point sur la décentralisation en général. Pourquoi est-ce que cette question de la décentralisation se pose? Alors, non pas dans les cercles de la santé qui se la posent depuis longtemps, mais particulièrement en ce moment, ça a été dit tout à l'heure. Il y a des choses qui ont déjà été décentralisées. Alors, je vais parler de là d'où je suis, c'est-à-dire de ma place d'élu régional. Ce qui a été décentralisé, c'est les lycées et les collèges à un moment où ils tombaient en ruine. Je crois que le résultat est assez bon. Mais comme l'État décentralise aussi en général, ce qui ne va pas du tout, les TER, ils ont été décentralisés au moment où les lignes n'avaient pas été entretenues depuis des années. On ne va pas parler de la question de l'APA dans les départements qui est décentralisée au moment où les besoins explosent. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on voit que si on pose la question de pourquoi décentraliser, de temps en temps, vu du côté des régions, on se demande si on ne décentralise pas des choses quand l'État n'arrive plus à les gérer et que ça commence à exploser. Et du côté de la santé, c'est quand même un petit peu ce qui pourrait apparaître, c'est-à-dire une volonté de l'État de décentraliser un sujet qui devient explosif parce que le système de soins est exsangue, même si ça fait quand même très longtemps, ça fait plus d'une trentaine d'années quand même que les collectivités territoriales essaient de remédier aux plus gros problèmes actuellement, aux plus gros problèmes, à la question en particulier de la présence de professionnels de santé sur les territoires et des maisons. Les MSP ont été inventés par les territoires il y a très longtemps. Et puis, nous, pour les régions, le sujet des formations sanitaires et sociales, de la formation des paramédicaux qui ont été décentralisés il y a une vingtaine d'années maintenant et sur lesquels on a pu investir à la fois dans les centres de formation et d'ailleurs un petit merci à Stéphane Le Boulaert investir aussi dans l'augmentation du nombre d'infirmières et d'aides-soignantes en particulier formées. Mais une fois de plus, on avait décentralisé quelque chose qui était à bout de souffle. Donc voilà, il y a déjà un doute sur cette question pour moi de la décentralisation et de la raison pour laquelle on veut la faire. Mais à contrario, il y aurait une très bonne raison, à mon avis, de décentraliser ces sujets de santé et en particulier d'accès aux soins territoriaux. C'est la question de la démocratie. Parce que je me suis souvent fait la réflexion que finalement sur ces questions de répartition des soignants, d'hôpitaux, de soins de proximité ou plus spécialisés, le seul élu qui donne son avis, c'est le président de la République. C'est tellement centralisé qu'il y a d'un côté effectivement l'âme et après il n'y a aucun élu dans la chaîne de décision, jamais. En fait, il y a
ce qu'on appelle la démocratie en santé, mais sur la question de la responsabilité réelle, il n'y a pas d'élu, tout est décidé vraiment par l'État, alors que sur un sujet qui concerne aussi profondément chaque habitant de notre pays, c'est quand même curieux qu'il n'y ait aucune démocratie réelle et de proximité. Alors, sur la façon dont je vois les choses, dont je verrai la décentralisation, je vais peut-être être un petit peu faire un pas de côté par rapport à la note de Lisa, même si je suis plus assez d'accord, même tout à fait avec elle. Mais c'est que, vu de là où je suis maintenant, je me dis, et je ne suis pas la seule, on travaille pas mal au niveau du conseil régional, que ce qui est intéressant de décentraliser, en tout cas au niveau des régions, ce n'est pas les hôpitaux, ce n'est pas le financement des hôpitaux, certainement pas, ce n'est pas les blocs opératoires, ce n'est pas la cancéro, ce n'est pas l'ONDAM, c'est la question de la prévention. Et que si on voulait être vraiment innovant, on séparait enfin la question des soins de la question de la santé ou de la prévention, qu'elle soit primaire ou secondaire, même peut-être tertiaire, parce qu'on sait bien que quand il y a un seul budget mélangé pour les soins et pour la prévention, c'est toujours l'urgence des soins qui va primer sur l'engagement indispensable dans le futur que nous promet une prévention correcte. Et donc, je me dis que ça serait peut-être beaucoup plus intéressant de confier, en tout cas aux régions, je parle encore une fois de là où je suis, la question non pas de la santé individuelle des soins, mais de la santé collective, de la santé publique. Avec plusieurs volets, en disant c'est aux régions, en lien évidemment avec les services nationaux, mais de réaliser l'évaluation de l'état de santé des populations, des risques spécifiques au territoire dans lesquels elles sont, et travailler en étroite coordination évidemment avec les départements et les communes sur ces sujets-là, quels sont les enjeux, quels sont les enjeux liés à la démographie, à la géographie, aux questions, je suis dans une région qui est particulièrement touchée par les questions de biodiversité et de réchauffement climatique, aux questions de risques spécifiques liés par exemple aux industries, à l'alcool, aussi je suis dans une région qui est particulièrement touchée par ces sujets-là. Donc l'évaluation de l'état de santé avec les universités, avec les ORS, et ensuite tout le sujet de la prévention primaire. On ne peut pas dire que 70% de la santé d'une population est liée à des questions qui sont extérieures aux soins, sans s'engager fortement dans ces questions de prévention primaire, que sont les questions d'une alimentation saine et adaptée. Alors, de confier aux régions, par exemple, qui ont en responsabilité toute la question de l'agriculture, c'est peut-être pertinent. La question de l'activité physique, qui est vraiment majeure. On sait combien cette question de la faible activité physique impacte la santé des jeunes et les maladies chroniques après. Les régions et les autres collectivités en charge de l'urbanisme et des lycées et des collèges et des écoles sur la question de l'activité physique, on peut faire beaucoup. La question de la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la question de la biodiversité, dont on sait qu'elles ont un rôle aussi, mais aussi au travers des compétences qu'ont déjà ces collectivités, la question de la réduction des inégalités sociales et de la pauvreté, le travail sur les mobilités, qui sont, enfin bref, sur l'ensemble de ces déterminants de santé dont on parle beaucoup, qu'on évoque beaucoup, mais qui finalement ne sont pas mis à l'épreuve de cette réalité-là que pourraient mettre en œuvre les collectivités. La prévention, c'est aussi la question des lycées et des collèges avec toute l'éducation à la santé. C'est quand même voilà, on en est responsable. Est-ce que ça ne serait pas pertinent dans ce cadre-là que régions avec les départements et les villes soient en charge de la santé scolaire, enfin de ce qui reste de la santé scolaire, de la santé au travail également, sur une collectivité qui est en charge le développement économique, est-ce que là et la formation continue, comment est-ce qu'on fait ce lien entre l'activité économique, la formation continue des professionnels et la santé on demande aux entreprises qu'on aide au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine un certain nombre de choses, un certain nombre qu'ils s'engagent dans un certain nombre
de critères qui peuvent être des critères sur la pauvreté, sur la féminisation, etc. Mais il y a aussi des critères de santé. Moi, je leur dis toujours quelles sont vos actions de santé pour vos personnels, pour vos clients et pour votre environnement. Comment est-ce que vous avez en tête cette question de la santé? Et puis, on pourrait confier également, ça amènerait à confier aux collectivités les campagnes de vaccination, du moins leur mise en œuvre, même si mais il faut qu'il y ait certainement que reste la décision nationale et régalienne des campagnes de vaccination, mais leur mise en œuvre, et puis idem les campagnes de vaccination. Et tout ça, ça pourrait se faire en affectant aux collectivités, en particulier aux régions, un budget direct, un budget sur cette question de la prévention, et puis certainement alors ensuite à réfléchir la part des ARS qui s'occupent de la prévention, qui pourrait passer sous pilotage régional, d'autres opérateurs, les universités, les ORS le disent sur les questions des données, les mutuelles qui travaillent déjà dessus, enfin un certain nombre d'opérateurs avec lesquels travailler, ils existent, et puis surtout, ça serait donner des responsabilités, puis donner des objectifs sur la base d'indicateurs scientifiques sur le nombre de maladies chroniques sur un territoire, sur l'état de santé des jeunes, sur des taux de vaccination et avec ces indicateurs à atteindre pour les collectivités. Alors, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est trop discuté. Il me semble que ça serait une façon, en tout cas, de faire de notre pays, qui est quand même toujours très centré sur le soin, et on le voit bien dans les propositions qu'on fait là, on est quand même très centré sur le soin, un pays qui pourrait enfin s'engager résolument sur la question de la prévention. Et pour terminer, je dis qu'il faudrait le confier, mais en fait, les villes, les départements et les régions le font déjà, en fait, et se sont déjà engagés sur ces questions-là. Et il me semble qu'on pourrait aller plus loin en le confiant réellement. Voilà pour les quelques mots que je voulais dire dans cette première partie d'intervention. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Alors, on va passer tout de suite du regard d'une élue régionale à celui d'un maire d'une commune rurale. Alors, 1263 habitants, c'est ça? Varzy. Entre Nevers et Auxerre. Gilles Noël, vice-président de l'Association des maires ruraux de France. C'est à vous. Très bien, merci de consacrer du temps à tous ces petits villages de moins de 3500 habitants qui recouvrent quand même, vous m'excuserez du peu, 22 millions d'habitants en France, en moyenne. Et puis, sur la notion d'espace, on occupe 88% du territoire. Alors, pour la Bourgogne-Franche-Comté, je le dis à Madame la vice-présidente en Occitanie, les ruraux couvrent 95% du territoire. On n'est pas sur des métropoles comme vous avez chez nous. Voilà, ça, c'est ça. Et je voudrais rajouter aux différents termes et aux différents échanges qui ont eu lieu là, un gros mot qui s'appelle la proximité. Nous, on est assujettis, nos concitoyens sont assujettis à ces logiques d'inégalité d'accès aux soins que l'État a organisées sur nos territoires à travers différents schémas, médecine de ville, hospitalisation et autres, en nous expliquant, comme pour l'école, comme pour la culture, comme pour le travail, qu'en ville, on était mieux soigné et que c'était nettement mieux pour un rural d'aller en ville se faire soigner. Ça paraît logique de tout concentrer, y compris même sous des angles de sécurité sanitaire, pour lequel donc nous on a appris à toujours se déplacer. On a également appris à ne plus bénéficier des médecins de famille. Et nous, on se contente, et je le dis positivement, on se contente des familles de médecins qu'on rencontre, qui sont dans les services d'urgence, quand l'État ne les a pas fermés, qui sont sur différents territoires, les spécialistes encore plus loin, qui font que nous, on s'est habitués à ça, parce que notre préoccupation première, c'est de faire en sorte que nos concitoyens soient soignés
comme les urbains. Ça nous intéresse. Et la notion de proximité, pour nous, elle ne revêt pas dans la totalité des 35 000 et un peu moins de 36 000 villages. Il y a longtemps qu'on a compris ça et on ne veut plus ça. On n'est plus dans le début du 19e siècle avec les écoles dans chaque village. On a compris ça. Donc nous, on est confrontés à cette pénurie de professionnels de santé, hein, ou à des menaces sur ceux qui sont encore présents, notamment dans les centres hospitaliers de proximité. Et donc, cette offre de soins, cette lutte contre les inégalités d'accès aux soins, pour nous, c'est dans le top 3 de nos préoccupations. Alors, on le fait beaucoup plus, on s'est beaucoup plus engagé, nous, les petits maires, dans ces logiques-là, notamment depuis la révolte des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous savez ou si vous vous rappelez, mais dans cette année de fin 2017, nous, les maires ruraux, on n'a pas de rond-point, donc on n'avait pas de question de barrage ou autre. Hein, nos concitoyens allaient dans la ville voisine. Mais on a mis dans chaque mairie rurale un cahier de doléances et de propositions. Et on a fait écrire, les gens sont venus, cette démocratie sanitaire ou cette démocratie sociale, elle est apparue de façon beaucoup plus importante, puisque dans le top 3 des réponses, bon, le pouvoir d'achat, bien évidemment, mais c'était la santé et les inégalités d'accès aux soins. Donc depuis cette période-là, nous, on s'est organisé pour ne plus confier ces sujets qui nous impactent à nos seuls collègues des villes, qui, eux, ont le 06 du DG de l'ARS, sont présidents du conseil de surveillance des hôpitaux ou autres. Donc, nous, on a pris dans la tête, en pleine figure, cet aspect des choses, alors qu'on connaissait, mais qui vraiment a modifié notre regard. Donc, on s'est documenté pour pas simplement écouter la messe des agences régionales de santé, puis aussi pour savoir de quoi on parle. Et puis, on fait un peu de prosélytisme auprès de nos collègues pour leur dire investissez dans les contrats locaux de santé dans la ville voisine, investissez dans la présence en termes de gouvernance, le contrat territorial de santé et autres. Donc, on a vraiment eu cet effet boomerang qui, aujourd'hui, nous impacte, bien évidemment, mais aussi nous oblige à nous engager, nous oblige à contribuer à créer les conditions un petit peu de ce changement, même si notre regard et nos positions sont pas toujours aussi simples que ça. Donc nous, la décentralisation, on y croit, bien sûr, avec un certain nombre de garanties, un certain nombre de complémentarités des rôles, avec les départements, avec les EPCI, avec les régions. Et on a besoin de se causer de ça. Maintenant, Madame la Présidente, je ne sais pas comment c'est dans votre région, mais les acteurs, enfin les élus régionaux gèrent dans leur colonne qui est la leur. Hein. Vous avez parlé de la formation, vous parlez d'un certain nombre de sujets, mais honnêtement, on ne se cause pas. Et je pense que quand on parle de démocratie en santé, peut-être qu'il faudra, avec les départements, les régions, les EPCI, pouvoir se causer. Et pas qu'à travers les agences régionales de santé, qui ne méritent pas d'être fermées, comme ça avait été annoncé à Albi d'ailleurs, mais qui méritent sûrement d'être restructurées. Donc nous, ça nous intéresse, dans la mesure où on y trouvera notre place, enfin, nos concitoyens y trouveront notre place. J'ai parlé du mot de proximité. Hein. Alors, il ne s'agit pas de mettre un CHU dans les villages, c'est pas ça. Mais il s'agit de regarder un petit peu les choses, peut-être de renverser un peu cette table, notamment en disant aux urbains, mais peut-être que vous pouvez faire le chemin que nous, on fait depuis des années. Hein. L'hôpital, il n'est pas toujours obligé d'être à Nantes, à Montpellier ou à Marseille. Peut-être qu'il peut être dans un territoire rural avec des facilités de circulation. Il ne faut pas non plus exagérer, mais nous, on pense que ce modèle métropolitain est un crève-cœur, mais aussi un crève-personne. Regardez les statistiques de l'espérance de vie, et vous allez vite comprendre que la consommation des soins hospitaliers, par exemple en France, hein, pour une personne qui habite en milieu rural, c'est 20% de moins que quelqu'un qui habite en centre-ville. Et si vous êtes en dialyse ou si vous êtes en chimiothérapie, c'est 40%. Bah oui, parce que au-delà de la séance, au-delà des difficultés psychiques,
Il y a 1 heure et demie de route à faire à l'aller, une heure de route à faire au retour. Voilà, tout ça, ça se rajoute. Plus ces questions, et je rejoins la prévention, qui nous semble être importante à prendre en compte à tous les niveaux. Alors, bien évidemment, nous ne revendiquons pas de faire n'importe quoi. De toute façon, on n'a pas non plus d'argent par rapport à ça, mais on se dit qu'on a un rôle à jouer par rapport à nos forces vives locales. Nos forces vives locales, c'est l'espace. C'est les chemins de randonnée, c'est les équipements publics qui peuvent aussi nous obliger à ne serait-ce que mettre des bancs ou d'organiser des parcours, d'activités de loisirs et autres. C'est nos bénévoles, nos associations, qui peuvent aussi jouer un rôle sur ces activités physiques et aussi sur ce lien social. Une personne qui a fait un AVC, une personne qui a des gros problèmes de diabète ou autre, peut-être qu'on peut jouer un rôle et le collectif peut jouer un rôle. Donc ça s'adresse pour des personnes de tout âge, entre guillemets, mais on se rappelle qu'on a la compétence sur l'enseignement élémentaire, donc les gamins, pour simplifier. Et ça peut aussi être un acte, ça peut aussi être un angle où cette notion de prévention soit véritablement vivante. Et là, c'est vraiment en proximité. Les personnes âgées, où il y a quelque chose qui peut s'organiser par rapport à ces questions de avant l'EHPAD. En plus, chez nous, on a du logement vacant. Chez nous, on a la volonté de remettre en centre-bourg des familles. Mais on n'est pas contre de mettre aussi des personnes âgées qui peuvent trouver à proximité immédiate quelques services alimentaires et autres, et puis qui peuvent aussi trouver de l'activité dans un établissement où ils iront peut-être un peu plus tard. Donc, nous, on se dit qu'il y a matière pour un peu rompre un peu cet isolement aussi, hein. Et puis pour aussi faire en sorte que la solidarité de voisinage ne devienne pas une punition quand vous habitez dans un hameau à 8 km du pôle de vie et de servir, et de service. Et puis, vieillir aussi un petit peu, enfin, là où, à proximité immédiate où on habitait. Maintenant, tout ça, ça suppose, même si c'est un deuxième gros mot, c'est que les finances publiques, en région, en département, dans le bloc communal, avec aussi nos communautés de communes, les établissements publics, elles soient clairement posées. Parce que moi, je connais un petit peu le modèle italien de la santé. Vous savez, la régionalisation de la santé. Pendant la Covid, ça a été quand même l'hallali sur place. Parce que les régions se tirent, excusez-moi, hein, se tirent la bourre, mais c'est qu'il y en a qui sont un peu plus riches que d'autres. Donc on a besoin de rentrer dans des logiques de péréquation. Parce que sinon, ça va aggraver les situations. Par contre, c'est vrai que les départements, les régions, en matière de bâti, on prend le bâti scolaire, a fait peut-être pas des miracles, mais a remis en haut de la pile une nécessité pour notre jeunesse dans un milieu d'éducation. Donc on peut se dire que peut-être les bâtiments hospitaliers pourraient, mais il ne suffit pas de dire Yaka et Faucon, ou que l'État puisse défausser sur des infra-territoires nationaux. Il faut aussi derrière qu'on en parle. Donc nous, on est preneurs de ces questions de prévention santé, on est preneurs en tant que facilitateurs, mais moi j'aimerais bien qu'on l'inscrive dans un cadre général pour lequel le petit maire il puisse aussi être aux côtés du grand président de la région ou la grande présidente de la région ou du département. C'est-à-dire qu'on ne recrée pas des couloirs de nage, comme c'est souvent le cas, où là, la technocratie va pouvoir retrouver toutes ses forces pour gérer le B2B et aller vers le plus gros, celui qui a le plus de pouvoir, ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc il y a matière à jouer. Les équipements qu'on met à disposition pour les scolaires nous semblent être aussi intéressants, ou les autres équipements, hein, les stades, les city-stades, les chemins de randonnée, tout simplement. Nous semblent être aussi des atouts qui seraient bien de mettre en lien avec. Mais je voudrais juste rajouter un petit mot, c'est que dans la démocratie sanitaire, il faut aussi qu'on ait les patients, quoi. Enfin, il faut qu'on ait les gens. Il faut qu'on trouve un moyen de les associer beaucoup plus. Pas comme via les mutuelles, mais aussi par rapport à de la participation. Alors, il y a des associations, hein,
France Asso Santé et autres, mais on a besoin de chaîner aussi ça. Dans nos villages, la santé apparaît bien évidemment comme étant un point d'orgue, un point primordial, et d'ailleurs on se fait même la course les uns les autres, enfin, pour les petits maires, hein, pour acheter un médecin, acheter une MSP plus grande ou ceci ou cela. Mais bon, il faut qu'on y fasse attention, mais on a besoin de remettre un peu de vie dans nos villages. Parce que, honnêtement, il y en a qui meurent un peu de façon prématurée et on se dit que ben là, l'État, notre démocratie, notre système politique a manqué un peu à jouer tout son rôle. Et c'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'on doit être condamné euh, comme, comme un sous-citoyen. J'en suis même à vous dire ça. Très clair. Bon, alors, on va passer peut-être maintenant la parole, on va aller se transporter de la Nièvre à la Haute-Savoie et on va écouter la parole d'un opérateur avec Pierre Fénérol, qui est directeur de la CEPAM de la Haute-Savoie. Et on a envie de vous poser tout de suite la question, comment ça se passe, au fond, vous, en tant que directeur de CEPAM, avec votre agence régionale de santé, comment ça se passe avec les collectivités territoriales? Est-ce que vous travaillez bien ensemble? Pierre, c'est à vous. Ah, décidément. Alors, si Pierre Fénérol n'est pas en situation de s'exprimer, là, je crois qu'on a en revanche euh, Stéphane Le Boulaer qui, lui, a retrouvé la parole. J'ai Voilà. retrouvé la parole si vous m'entendez. Hein, moi, Ah oui, ouais, ouais, c'est parfait. Ben, vous m'entendez. Donc, c'est parfait. Donc, merci. Désolé pour ces difficultés. Moi, je suis à la fois président de l'ISA et élu local et régional de l'étape aujourd'hui, puisque j'ai une réunion publique qui commence dans une petite demi-heure pour la dernière réunion de campagne. Voilà, c'est un point de vue à la fois de hauts fonctionnaires depuis des lustres du ministère de la Santé ou ayant travaillé au ministère de la Santé et un point de vue d'élu local. Donc, Pierre a très bien résumé la note de l'ISA du mois de février, en disant que la position apparaît assez originale, parce qu'on a peu entendu de porteurs du thème de la décentralisation depuis que le Premier ministre s'était exprimé sur le sujet. Donc, on a été amené peut-être à forcer un peu le trait parce qu'on n'était pas nombreux à le faire. Donc, première conviction. Conviction que on ne peut se passer des collectivités locales pour gérer ou prendre en charge la diversité. C'est vrai dans d'autres secteurs, et quand on parle de collectivités organisatrices, on a le secteur des transports, des mobilités en tête, et dans ce secteur, il y a de la gradation, il y a de l'articulation entre les différents échelons, donc c'est possible dans d'autres secteurs. Pourquoi cela ne le serait-il pas dans le champ de la santé? Pierre a repris la notion de chef de file, donc on peut parler de collectivité organisatrice, on peut parler de chef de fila. C'est la même idée qu'il y ait un ordre qui se fasse entre les collectivités. À partir du moment où on a dit que les élus et les collectivités ont un rôle plus important à jouer, la question c'est à quelles conditions. Donc, Françoise et Gilles ont évoqué certaines conditions. Donc, la lisibilité des compétences, c'est une des conditions. La cohérence entre les différentes collectivités, c'est une autre condition. Et évidemment, la soutenabilité financière dans cette affaire. Le reste se discute, si je puis dire, et là, on a beaucoup insisté à l'ISA sur le fait que soit on était capable de bâtir des dispositifs de péréquation puissants
pour gérer les inégalités de dotation et de besoins, soit, et c'est ce que l'on pense, et on n'est pas les seuls sur le sujet des prestations universelles pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, l'APA et la PCH, qu'il y a sûrement matière à recentralisation en la matière et qu'il peut y avoir un équilibre qui se fasse dans cette affaire entre décentralisation et recentralisation. Donc, en gros, recentraliser un certain nombre de prestations et en revanche, décentraliser et être beaucoup plus net sur le rôle de collectivité organisatrice. Donc, Françoise a évoqué le sujet des formations paramédicales, dont on s'est occupé l'un et l'autre, des positions différentes, mais je pense que c'est typiquement le sujet où il ne sert pas à grand-chose de rester au milieu du gué, entre le ministère de la Santé, les régions, les universités. Il y a au moins un acteur de trop dans cette affaire, du moins en ce qui concerne des responsabilités assez larges. On peut tout à fait imaginer les responsabilités et des uns et des autres en les distribuant, mais là, on est sur des collectivités, enfin, entre une région et l'État, ils se marchent sur les pieds ou ils se neutralisent l'un l'autre. On l'a vu quand il s'est agi d'augmenter les quotas de formation. Je pourrais vous raconter l'histoire. On évoquait hier dans un séminaire de l'ISA sur l'accès aux soins la question de la formation médicale. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de déposséder les facultés de santé de leurs prérogatives. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut régionaliser les formations en question ou les programmes de formation. Ça n'aurait guère de sens, mais quand on regarde les choses du point de vue de la formation médicale, il y a par exemple le phénomène de l'autocensure. Les étudiants putatifs issus des territoires ruraux ou issus des petites villes vont moins à la faculté de médecine que ceux qui sont issus des métropoles. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui en la matière? Pas grand-chose. Les doyens ou les facultés de santé sont moyennement mobilisés sur le sujet. Or, la région est compétente en matière d'orientation. Elle peut organiser l'intervention des différentes collectivités pour limiter ce phénomène d'autocensure et participer ainsi d'un rééquilibrage territorial, parce que les études montrent qu'on a peu d'étudiants ou d'anciens étudiants en médecine qui vont s'installer dans les territoires ruraux s'ils n'en sont pas originaires. Du moins, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Peut-être qu'avant, les gens se répartissaient mieux sur le territoire, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est plus guère le cas. Donc, si on veut réinvestir avec des moyens les territoires ruraux ou les territoires peu denses, eh bien, il faut renforcer faire que l'origine des étudiants en médecine soit un peu mieux distribuée. Donc, on voit assez facilement sur cet exemple ce que pourrait être le rôle de collectivité organisatrice de la région. On a autre sujet qu'on a évoqué à l'ISA aussi sur le grand âge, le besoin d'un investissement massif sur le logement intermédiaire. Qui s'en occupe? Parce qu'on reste dans le bazar actuel et donc avec peu de chances que des programmes d'investissement cohérents se mettent en place, ou est-ce qu'on se dit enfin qu'il y a une collectivité organisatrice en la matière et que l'on ordonne le programme d'investissement en question autour de cette collectivité-là, qui serait assez naturellement le département susceptible d'embarquer le bloc communal, intercommunalité et commune. Donc, il y a la question des principes en matière de compétences des uns et des autres, mais il y a aussi très concrètement un certain nombre de sujets d'importance qui ont besoin d'une organisation plus cohérente, plus lisible, plus stable et soutenable financièrement pour que les projets en question prospèrent. Voilà ce que je voulais ajouter
par rapport à ce que Pierre a très bien résumé tout à l'heure. Parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, tu restes avec nous encore quelques temps quand même. 10 minutes. 10 minutes, ouais, ok. Alors, Pierre Fénérol, donc là, on a un petit problème de connexion, sauf si il peut m'interrompre à tout moment s'il a évidemment la parole. Donc, je vais essayer de résumer ce qu'il aurait pu dire, évidemment, infiniment mieux que moi. Sur effectivement le travail de coopération avec l'ARS, il le juge tout à fait excellent. Il a des exemples évidemment réussis de coopération avec des collectivités territoriales, donc tout se passe bien, on a l'impression. Bon, alors en Haute-Savoie, il est inutile de vous dire qu'on a un contexte particulier qui est le contexte suisse, c'est-à-dire qu'on a une forte attraction du territoire suisse, évidemment, pour des personnes qui sont des professionnels de santé, je veux dire, à tout niveau, qui peuvent faire quelques kilomètres, passer la frontière et avoir des conditions de rémunération qui sont évidemment plus intéressantes. Donc finalement, ce contexte suisse, ben, c'est une exigence parce que ça nécessite évidemment de pouvoir être réactif, de pouvoir être innovant, de pouvoir être imaginatif, pouvoir maintenir les professionnels de santé. Alors, il voulait insister sur 2 points. Est-ce qu'il a de la parole? Est-ce que Pierre, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne toujours pas. Donc, je continue. Je continue tant que ça ne marche pas. Donc, il voulait insister peut-être sur 2 points. Le premier, c'est que la CEPAM, évidemment, elle joue un rôle en quelque sorte d'entremetteur, de facilitateur, de médiateur, hein. Elle peut jouer aussi un rôle de conseil dans l'utilisation des différents dispositifs, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, au fond, hein, sur l'installation notamment des professionnels de santé en milieu rural. Ça peut être très compliqué. Ils sont en relation constante, évidemment, avec les communes, plutôt les communautés de communes. Et par exemple, ils ont pu alerter sur, au fond, tout le bilan, avantages, inconvénients de recourir à des médecins salariés, parce que, au fond, le recourir à des médecins salariés, ça n'est pas forcément rentable. Et donc, quand on est à la tête d'une collectivité locale, il faut évidemment prendre ce critère en considération. Alors, on peut tout à fait le dépasser, comme on peut évidemment s'arrêter, c'est-à-dire arrêter le projet avant de se lancer. Les CPTS ont été constitués, hein, tout le territoire est couvert aujourd'hui, il y en a 12. Évidemment, comme toutes les CPTS de France et de Navarre, si je veux dire, le fonctionnement est hétérogène. Les petites, d'ailleurs, fonctionnent plutôt mieux que les grandes, parce que dans les petites, les personnes se connaissent. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en Haute-Savoie, ça a mieux marché, enfin, ça a bien marché, les CPTS, alors qu'il y a relativement peu de MSP, hein, de maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc ça, c'est une tradition peut-être culturelle de différence entre ce qu'il a pu voir en Picardie, puisqu'auparavant, il était en poste en Picardie, et la Haute-Savoie. Les CPTS peuvent jouer un rôle de relais précieux. Par exemple, vous savez qu'il y a tout ce programme qui existe, hein, qui a un programme très important en matière de gestion du risque, en matière de prévention de santé, qui est les exemples, les ALD, pardon, les malades en ALD, en affection longue durée, qui n'ont pas de médecin traitant. Vous savez qu'il y a un programme de l'assurance maladie qui consiste à s'efforcer d'abord de les avoir de les avoir en ligne et donc de leur proposer un médecin traitant. Pierre, si jamais tu es connecté, tu m'interromps à tout moment, hein, une fois de plus. Et puis ça, c'était le premier point. Donc c'était la CEPAM joue le rôle d'entremetteur, facilitateur, médiateur. Et puis le deuxième point, bah, c'est que il faut reconnaître quand même que, évidemment, quand on parle d'un sujet santé, Pierre, c'est bon? Non, toujours pas. On n'entend pas.
Quand on parle d'un sujet santé, tout le monde se sent responsable, à juste titre. Il y a beaucoup de bonne volonté, bien sûr, mais évidemment, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'acteurs autour de la table et on a forcément des pertes d'efficience. Donc là, ça va finalement dans le sens de ce que vient d'indiquer Stéphane Le Goulaire, à savoir que il y a des endroits, il y a des sujets sur lesquels il faut avoir quand même des clarifications qui éviteraient d'avoir des pertes d'efficience. Il y a également le sujet des zonages. En matière de politique publique, on a des zonages qui sont très différents. En matière de politique de santé, on peut avoir des zonages qui sont différents par rapport aux zonages, par exemple, des quartiers prioritaires de la ville. Voilà, ça peut être aussi une question de complications. Et évidemment, quand on a des acteurs multiples, souvent l'unification, elle se fait par les acteurs eux-mêmes, parce qu'en fait, ils se connaissent et ils arrivent, au fond, même s'ils ont des casquettes différentes, ils peuvent parfois être les mêmes, ou en tout cas, ils finissent par se connaître, et ça permet de résoudre un certain nombre de dysfonctionnements liés à la multiplication des acteurs. Alors moi, j'ai envie de faire rebondir effectivement sur ce dernier constat. J'avais pris fidèlement en note ce que souhaitait dire Pierre Fénérol. Il l'aurait dit évidemment mieux que moi, avec des exemples peut-être plus illustratifs, mais peut-être faire rebondir les autres intervenants sur ce dernier constat. Est-ce qu'on peut simplifier, est-ce qu'on peut clarifier des compétences des acteurs selon vous? Alors peut-être Françoise Janson d'abord, et puis ensuite Gilles Noël. Alors, est-ce qu'on peut simplifier? Alors, donc que je vous ai proposé, c'est-à-dire de dire on confie la prévention aux collectivités, ça simplifie. Hein. Pour l'instant, tout le monde en fait, et personne suffisamment. Mais si on veut faire baisser de 30 ou 40% les hypertensions et les pathologies cardiovasculaires, il va bien falloir se mettre un jour à faire marcher les gens et à leur faire un peu d'activité physique. Donc là, effectivement, je pense qu'il faut simplifier les choses. Quand on a financé, alors je rappelle que je ne suis pas d'Occitanie, je suis de Nouvelle-Aquitaine. Je le précise quand même, c'est très important, même si on travaille bien ensemble. Quand le nombre de fois on est allé inaugurer des maisons de santé, parce que alors pour le coup, s'il y a un lieu sur lequel il y a eu d'abord toutes les collectivités territoriales et puis ensuite l'État et les ARS, mais beaucoup de financement des collectivités territoriales, c'est vrai qu'on est souvent 10 derrière le ruban. C'est 10 fois un dossier qui a été examiné, évalué. Alors, c'est souvent bien d'être deux, mais effectivement, sur des compétences comme ça serait peut-être bien qu'on dise clairement qui doit le financer, mais que la personne qui doit le financer, dans ce cas-là, ait effectivement les moyens qui s'y accordent. Sur la question du vieillissement de la population, qui est une question majeure, là aussi, il faut clarifier les choses. État, département sur les EHPAD, État, département sur la ville, comment on fait, qui veille au grain, qui contrôle, qui agit, j'apprécie beaucoup le terme qui a été dit effectivement de proximité qui est essentiel dans un certain nombre de sujets, et en particulier dans ces sujets du vieillissement dans les domiciles et dans les zones rurales, pas que dans les zones rurales, parce que les femmes, malheureusement, le monopole de l'isolement. Donc là-dessus, effectivement, c'est essentiel, mais je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, je pense que la simplification, en tout cas, je trouve qu'il faut laisser un contrôle fort qui n'existe pas pour l'instant, et ça, c'est très regrettable, un contrôle fort dans tous les domaines, parce qu'on ne peut pas arriver à des niveaux de qualité où on est sans avoir un contrôle fort, effectivement, de ce qui se fait, de qui a le droit de faire et comment c'est fait. Et par contre, sur les questions d'action, effectivement, un travail collectif, mais avec chacun ces domaines. Qui les EHPAD, qui le domicile, qui la prévention, etc. Très bien. Gilles Noël, peut-être, sur la clarification. Oui, alors, la simplification, on en rêve, hein, mais on sait bien que c'est un peu compliqué. Moi, ce que je pense, c'est déjà, avant de soigner, si on pouvait avoir un cap à atteindre. Et pour moi, le cap, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Donc, vous voyez, déjà, avant de parler des outils,
Si on pouvait avoir ça, ça serait pas mal. Dans des budgets pluriannuels, ça serait encore mieux pour faire en sorte que, alors je ne sais pas si ça relève de la simplification, hein, mais n'empêche que ça nous donnerait quand même un guide, des enjeux à dépasser. Et bien évidemment, la prévention prenant une part aussi importante que possible, hein. Moi j'ai aussi un petit élément à vous dire avant de parler de simplification, c'est que, vous savez, les CEPAM, on ne les connaît pas, nous, les CEPAM. On commence à voir quelques directeurs, et il m'excusera s'il m'entend, qui sortent de leur bureau. Or, les CEPAM jouent un rôle bien plus important. Or, elles sont cornaquées, je ne sais pas si c'est le terme exact, par les ARS, qui prennent des décisions, prennent des orientations, et la CEPAM, en fin de compte, elle fait le chèque. Et je trouve qu'un mariage ARS-CEPAM, parce que ça existe, hein, moi j'ai vu dans le département de la Somme, ils s'entendent comme, je vais dire la roue en foire, hein, ne prenez pas ça au sens strict du terme, hein, mais du coup, je vois bien qu'il y a des choses qui se font, même si la Somme, hein, il y a Amiens, il y a un CHU, il y a tout ce que vous voulez, il y a certains endroits, dès que vous êtes à 50-80 km, ça cogne en matière d'inégalité d'accès aux soins. Mais là, on voit qu'il y a un rôle, une complémentarité des rôles, et au même niveau. Quand vous allez à une réunion à la préfecture, vous avez l'ARS qui est à la table et qui nous chante la messe, et la CEPAM, tout juste, il y a un conseiller dans la salle, quoi. Bon, je pense que la CEPAM, elle devrait, je ne sais pas comment on peut dire, elle devrait prendre sa juste place par rapport à ça. Ça nous aiderait aussi. Peut-être que derrière ces questions d'obligation et autres, elle pourrait aussi contribuer un peu plus qu'elle ne le fait, et pas uniquement en comptant les sous qu'elle verse. Bon, peut-être j'exagère un petit peu, mais honnêtement, je trouve qu'il mérite mieux que le rôle que moi je vois, hein, que mes collègues me disent, hein. Non, on ne sait pas qui c'est, là, c'est pas moi. Pourtant, la CEPAM, elle allonge des sous comme c'est pas possible. Donc oui, mais cette idée de une compétence, un chef de file, c'est tellement facile que c'est compliqué. Donc il y a sûrement matière, mais il faut qu'on se cause entre les différents strates. Mais on n'a pas de lieu pour se causer. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, entre la région, le département et le bloc communal, il n'y a pas de lieu où on se cause. Alors, dans des schémas régionaux de ceci ou dans les machins de cela, on apparaît dans les grands symposiums, mais c'est pas ça. Alors, nous, on n'a pas d'ingénierie, par contre. Il faut aussi que je sache raison garder par rapport à ça. Mais je pense qu'on y gagnerait. Et peut-être que derrière, des idées de simplification, parce que nous, on discute beaucoup avec les sous-préfets et les préfets, c'est nos interlocuteurs de proximité. D'ailleurs, on se réjouit que le préfet ou la préfète, elle ait maintenant un regard beaucoup plus centré sur les services déconcentrés de l'État, y compris, j'allais dire, l'éducation nationale, hein, même si je suppose qu'ils vont encore apprendre des choses dans le journal quand ils ouvriront le lendemain, alors qu'ils ne sont pas du tout au courant par les directeurs académiques ou autres, hein, ou les recteurs. Mais bon. Donc, moi, je me dis que c'est un Graal, ça. Mais il faut qu'on en discute. Et puis, vous savez bien ce qui va se passer, hein. C'est que les questions de finances, ça peut que se régler sur un ring de boxe, hein. Parce que Bon. on est habitué à Oh, parce que l'État nous impose un certain nombre de choses et de nous de pleurer derrière, de plus forcément avoir des moyens pour trouver des contributions qui nous permettent d'apporter la qualité de service qu'on voudrait. ça marche. Moi, j'ai envie de faire rebondir peut-être Stéphane Le Boulaert avant qu'il aille à sa réunion là. Oui, moi, il faut que je Le- parte aussi. Je suis Oui, désolé, oui, 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 je sais, je Stéphane. sais. Qu'il fasse Vu les réunions rebondir, publiques, moi, je dois fasse être rebondir Stéphane Le devant. Boulaert C'est plaisir, hein. sur la question de justement sur cette vision du rôle des CEPAM, parce que finalement les CEPAM, elles ont joué un rôle très important évidemment pendant la crise du Covid. Et c'est peut-être là où il y a eu une forme de bascule sur la découverte ou la redécouverte de ce rôle-là, de ce que peut jouer la CEPAM. Et je trouve ce que disait Gilles Noël, c'était assez intéressant. J'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Bah, là, il y a une difficulté spécifique, je pense, au dialogue avec les ARS, avec les délégations territoriales des ARS qui ne sont pas forcément identifiées
comme peuvent l'être d'autres interlocuteurs dans d'autres secteurs de l'action publique. Et en revanche, les CPAM peuvent être plus facilement identifiés par les élus. Donc, entre le représentant de l'État, qui est le préfet, et des directions techniques telles que les élus peuvent ressentir les ARS, sans doute que les CPAM pourraient effectivement monter en responsabilité, monter en gamme, parce que précisément, il faut rétablir le lien. Alors, ce n'est pas parce que l'on va faire si on fait des ARS, des directions régionales auprès du préfet, tout en les maintenant comme établissement public. Enfin, il y a quelque chose à travailler là pour que les élus aient l'impression d'avoir des interlocuteurs tels qu'ils peuvent les apprécier dans d'autres contextes. Je voulais simplement, au titre de la simplification, insister sur ce que disait Françoise sur le volet médico-social. Bon, les dernières projections de l'adresse, hypothèse où on maintient le taux de prise en charge en EHPAD à son niveau actuel, assez peu plausible, mais l'adresse nous dit qu'il faut quelque chose comme 280 000 places d'EHPAD en plus. Bon, si on ne fait pas ça, si on bloque le nombre de places d'EHPAD, l'adresse nous dit qu'il faut 400 000 places de logement intermédiaire, de résidence autonomie en particulier. Dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas aujourd'hui l'organisation des pouvoirs publics considérés globalement qui permettent de faire sortir de terre ces places dans un cas ou dans l'autre. On sait très bien que dans la configuration actuelle pour la programmation des EHPAD, eh bien, l'ARS et le département passent leur temps à se neutraliser et pour ce qui est des places de logement intermédiaire, c'est le bloc communal qui est en première ligne, mais il n'a pas forcément les moyens, ou il n'a pas les moyens de sortir, de multiplier par 5 le nombre de places de logement intermédiaire. Donc la question qui se pose, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question théorique, c'est est-ce que l'on va se mettre dans une situation de responsabilité des uns et des autres qui va faire que l'on puisse assumer telle ou telle montée en charge ici face au développement des populations du grand âge, plus 700 000 personnes à l'horizon 2050, dont plus 400 000 cas sévères. Donc, c'est du très concret. Aujourd'hui, les responsabilités sont distribuées de telle façon que les acteurs s'auto-bloquent les uns les autres. Est-ce que l'on va passer à un registre où on a des acteurs en charge de la programmation, et pour moi, ce doit être les collectivités locales. On doit se défaire on ne doit pas évidemment surcharger les collectivités du fardeau que peut représenter l'investissement ou le fonctionnement, mais en revanche, c'est aussi une façon de dégager de la bande passante pour les services de l'État pour qu'ils fassent leur job qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent, qu'ils ne faisaient pas ou guère avant l'épisode Orpea. On sait très bien que les ARS, en l'occurrence, entre le job en concurrence qu'elles faisaient vis-à-vis des départements sur le registre de la programmation ou du suivi financier, pendant ce temps-là, elles ne faisaient pas le job plutôt attendu de la puissance régalienne en termes de tutelle ou de contrôle de ces établissements. Donc, il reste un rôle très important à l'État dans cette affaire, mais à condition de remembrer de façon significative les compétences. Très clair. Écoutez, compte tenu effectivement des difficultés de connexion des uns et des autres et des agendas qui sont évidemment compliqués en cette période,
Je vous propose qu'on arrête là. Moi, je voudrais remercier les intervenants. Alors, à la fois les intervenants qui se sont exprimés directement et puis les intervenants que j'ai pu faire parler par moi-même. Les équipes de la chaire et de l'EN3S, hein, désolé pour ces petites difficultés techniques qui, d'habitude, on est meilleur, mais bon, ça arrive. Et puis, ce webinaire, il sera disponible sur le site, en replay, hein, sur le site de l'EN3S. Nous avons un programme à venir qui est chargé, hein, le 31 mars, donc effectivement, cette conférence débat sur les DDR médicaux, en insistant sur, évidemment, toutes les solutions qu'on a pu imaginer, qui se sont mises en place, qui ont marché, qui n'ont pas marché, qui n'ont pas du tout marché. Mais aussi, c'est une question qui nécessite, qui a comme exigence, au fond, l'innovation. C'est ce qu'on veut mettre en avant aussi, le côté positif de toutes ces innovations qui sont mises en place pour répondre aux défis des déserts médicaux. Et puis, notre prochain webinaire, en tant que tel, le prochain webinaire sera lieu le 4 juin. Et le 4 juin, on aura un webinaire qui sera consacré à un nouveau défi pour la protection sociale, le défi des aidants. Hein. Nous allons consacrer ce webinaire au sujet des aidants, qui est là aussi un très beau sujet sur lequel les collectivités territoriales, bien entendu, doivent jouer tout leur rôle. Gilles, si tu veux dire Rien un de mot. plus. Bravo. Tu as donc joué au rôle de 3 personnages aujourd'hui, hein, donc c'était plutôt bien. C'était une nouveauté pour cette chaire. Et on peut voir que tu l'as fait avec brio. Donc effectivement, hein, prochain épisode, donc le 31 mars, donc à Lyon en présentiel et en distanciel, et puis le 4 juin sur les aidants. Donc je ne vais pas rajouter plus de choses que cela. Merci à tout le monde et encore une fois, écoutez, bravo aux différents intervenants, c'était effectivement très intéressant. Et écoutez, on va rendre l'antenne. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.